Normalement, vous avez pris quelques notes sur ce long commentaire que je viens de vous faire des documents de la page 104 et 105. Nous entrons maintenant dans le cours, dans cette première partie, consacrée à l'illusion d'une guerre courte. On commence par un mot que vous n'employez évidemment pas souvent et que vous ne savez peut-être pas écrire, c'est belligérant. B-E-2-L-I-G-E-R-A-N-T-S. Allons-y pour le cours. Le conflit débute par une mobilisation générale dans la plupart des pays belligérants. En France, 3 millions d'hommes sont mobilisés. Chaque état-major a prévu des opérations militaires très offensives avec une guerre de mouvement. Mais l'attaque allemande est stoppée par la bataille de la Marne en septembre 1914. Vous avez peut-être entendu parler de cette opération qui a été montée très rapidement. 600 taxis parisiens sont réquisitionnés et ils envoient précipitamment au front les soldats de la garnison de Paris qui viennent prêter main forte aux soldats qui combattaient sur la Marne et qui parviennent à stopper la très forte avancée allemande. La bataille de la Marne est visible sur votre carte de la page 104. Et l'on voit à quel point les Allemands ont avancé en territoire français. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on va entrer dans la phase de guerre de position, qu'on peut aussi appeler guerre d'usure, parce qu'elle s'appuie sur les tranchées et sur un pilonnage de l'ennemi grâce à une artillerie de plus en plus performante. Sur le front de l'Est, ce sont les Allemands qui remportent la bataille de Tannenberg. Cherchez-la sur la carte de la page 104, ce qui vous permettra d'écrire également comme il faut ce mot. Je viens juste de l'évoquer, à partir de l'automne 1914, on entre dans une guerre d'usure. C'est-à-dire que l'on creuse des tranchées et que l'on fortifie sa position grâce à un réseau de barbelés et un no man's land. Vous savez que depuis fort longtemps, la marine britannique, la Royal Navy, a la maîtrise des mers. Et ainsi, en 1915, elle organise le blocus maritime de l'Allemagne. L'idée, c'est de l'empêcher de s'approvisionner à l'extérieur, par exemple depuis ses colonies, pour l'étouffer économiquement, pour l'empêcher de produire l'armement nécessaire pour la guerre ou encore pour nourrir sa population. La guerre fait rage sur mer et sous la mer, puisque les Allemands ont misé sur la guerre sous-marine, puisqu'ils se sont dotés de sous-marins modernes. Et nous avons une trace sur la carte de la page 104, c'est la fameuse bataille du Jutland en 1916. C'est une des batailles navales qui ne dure que 2 jours, mais qui a marqué cette Première Guerre mondiale. Avec la durée, l'engagement de troupes devient massif. La puissance de feu s'accroît grâce à de nouvelles technologies, comme par exemple le gaz, les chars d'assaut, l'aviation, les mitrailleuses, les lance-flammes, etc. Chaque État réorganise ses activités vers la production d'armes et de munitions qu'il finance par des emprunts. On illustre ça grâce au livre, page 109,
Regardez le document 3, qui est un emprunt français en 1915. On a sur cette affiche le coq qui identifie la France, non pas la République française. Le coq, c'est la permanence de la France au-delà de son histoire. Donc, le coq, on a quand même la devise liberté, égalité, fraternité, et ce coq va donc harceler, vaincre le soldat allemand que l'on reconnaît grâce au casque à pointe. Et donc, évidemment, deux slogans. Pour la France, versez votre or. Donc, on dit aux Français, ne gardez pas vos économies chez vous, donnez-les à l'État qui va les utiliser pour l'effort de guerre. Et puis évidemment, le message, l'or combat pour la victoire. L'objectif donc, donnez votre or, grâce à vous, le pays sera victorieux. Quant à la production d'armes, vous l'avez en illustration, en photo, au document 4. Vous pouvez d'ailleurs lire le texte pour mieux comprendre ce qui se passe. Et vous avez donc ici évidemment le travail des femmes. On aura l'occasion d'y revenir. Les hommes étant au front, on va confier ces travaux dangereux, pénibles aux femmes. Enfin, document 5, regardez ce qui se passe pour Renault, qui évidemment avant la guerre produisait beaucoup de voitures et peu de camions. Évidemment pas de chars d'assaut. Et voyez la production en 1918, donc la dernière année de la guerre. Évidemment, on ne produit plus beaucoup de voitures puisque les gens n'en ont pas besoin. Par contre, beaucoup de camions qui vont servir au transport des troupes, au transport des marchandises, des munitions, etc. Et puis évidemment, fabrication de chars d'assaut, de moteurs d'avion, puisque comme on l'a dit, eh bien, c'est une arme nouvelle qui fait son apparition. Bien évidemment, les effectifs, et surtout les femmes d'ailleurs, augmentent de 6 300 avant la guerre à plus de 22 000 à la fin de la guerre. L'entreprise fournit l'État, mais évidemment s'enrichit, on le voit bien sur le tableau. On terminera donc cette partie sur la guerre industrielle par la phrase suivante. 70 millions de soldats sont mobilisés et l'appel aux non-combattants, entre parenthèses, femmes, travailleurs des colonies, fermez la parenthèse, se généralise.